Bonjour à toutes et à tous. Alors ici, présents au Hub des territoires, mais aussi ceux qui sont connectés à distance sur Teams. On vous présente toutes nos excuses pour le petit problème technique que nous avons rencontré. On vous a attendu bien évidemment pour démarrer. On est très content que vous ayez pu nous rejoindre. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis la responsable du Hub. Ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 10e atelier du réseau le réseau national des foncières de redynamisation. Nous organisons depuis plusieurs mois, voire années maintenant, ces ateliers avec la Fédération des EPL. Et aujourd'hui, on vous propose de décrypter plus spécifiquement le contrat de revitalisation artisanale et commerciale pour mieux comprendre comment ça fonctionne, comment l'utiliser et partager des retours d'expérience, des premiers retours d'expérience. C'est bien la vocation du Hub des territoires que de permettre ces échanges, de permettre de partager à la fois les solutions qui existent aujourd'hui sur les territoires pour faire face aux défis que traversent ces territoires, mais aussi pour inventer ensemble les solutions, comme ça a été rappelé dans la vidéo que vous venez de voir. Je tenais à vous faire un petit coup de publicité sur le dispositif pour que vous pensiez à vous inscrire à la newsletter si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une newsletter mensuelle qui vous donne un aperçu de l'ensemble de la programmation publique, les événements publics qui sont organisés ici. Et je voulais mettre en avant plus particulièrement un événement qu'on organise avec la Fédération des EPL et l'Agence française de développement le 19 octobre prochain sur la coopération internationale des collectivités, la manière dont les EPL peuvent contribuer au projet de coopération de ces collectivités. Voilà, sans plus tarder, je vais passer le micro à Mathieu Pams, responsable animation et partenariat au pôle entreprise publique locale à la direction de l'investissement. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose donc de passer assez rapidement à ce 10e atelier des foncières qui va porter sur un outil en particulier, le contrat de revitalisation artisanale et commerciale, qui est en fait une nouvelle forme d'un outil qui a pu être déployé à titre expérimental il y a quelques années. La loi Elan avait mis fin à cette période d'expérimentation, mais aujourd'hui, la loi 3DS réouvre cette possibilité dans un nouveau format dont il faudra bien mesurer les spécificités et les attendus en termes de contenu. Mais c'est un outil dont on peut d'ores et déjà dire qu'il est assez crucial, assez intéressant pour les EPL qui interviennent en particulier dans les secteurs de centre-ville, action cœur de ville, petite ville de demain. En effet, c'est un levier opérationnel de plus, peut-être un peu plus souple que la concession d'aménagement auquel il vient s'ajouter dans la liste des outils prévus par le Code de l'urbanisme. Et surtout, c'est un nouveau levier pour les opérateurs tels que les aménageurs pour effectuer des opérations de portage immobilier temporaire qui peuvent porter en particulier donc sur des locaux commerciaux dans les centres-villes déqualifiés. Donc on a là un enjeu très fort qui rentre dans la logique de mise en opérationnalité de toutes les stratégies, de tous les plans d'action qui ont pu être élaborés sur les périmètres Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain notamment. Et on va tout de suite examiner donc le contenu de ce nouveau dispositif. Merci Arnaud, merci Anne-Sophie. Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale est, Mathieu, tu le disais à juste titre, un dispositif très complémentaire des foncières de redynamisation. Et c'est pour cette raison qu'il a toute sa place dans cette nouvelle réunion du réseau national des foncières que je remercie la Banque des territoires d'accueillir. L'expérimentation du CRAC à partir de 2014 et la loi Pinel jusqu'à 2019 a clairement montré ses effets positifs aux endroits où il a été expérimenté. Et les exemples de Draguignan et d'Orléans le montreront dans notre seconde table ronde. Mais c'est pour cette raison qu'il semblait logique d'avoir une pérennisation de ce dispositif
pour tout simplement multiplier les outils à disposition des collectivités locales et répondre mieux à la diversité de contextes locaux et des particularités de chaque territoire. Et puis aussi parce que ce dispositif est complémentaire, je le disais, des foncières de redynamisation qui se sont déployées en parallèle du programme Action Cœur de Ville et du plan de relance. C'est cette analyse qui a conduit la Fédération des EPL à porter cette proposition dans le cadre de l'élaboration du projet de loi 3DS et de proposer un dispositif légèrement amélioré par rapport à celui qui existait dans le cadre de l'expérimentation, notamment en ce qui concerne les modalités de la maîtrise foncière des locaux. Je ne vais pas être plus long, on va entrer directement dans le vif du sujet avec nos deux intervenants que je remercie pour leur participation. Monique Ambal, qui est avocat, associé du cabinet DS Avocats et qui va me rejoindre à cette place avec Arnaud Montanari, qui est expert en droit de l'urbanisme et de l'environnement à l'ACET. Monique, si tu es prête, je te propose de nous éclairer sur le périmètre géographique dans lequel on peut conclure des CRAC, l'objet du CRAC aussi, qui est particulier, comment il se distingue de la concession d'aménagement, et puis quelles sont les parties qui peuvent le conclure, et après, quel type de procédure. On a un quart d'heure pour évoquer ces sujets-là. Vous avez la possibilité de formuler des questions dans le chat. On aura une bonne dizaine de minutes ensuite pour y répondre. Bonjour à tous. Je vais dans un premier temps essayer de redonner un cadre un peu à la passation de ces nouveaux contrats. Tu me dis quoi là? J'appuie et ça, miraculeusement, il y a mon intervention? Ah oui. D'accord, évidemment. Tiens, voilà. Parce que là, on en a pour un peu... Là, je vais consommer mon temps à essayer de faire marcher le truc. Voilà, c'est un peu... Là, on est un peu sur la fin. Voilà. C'est pour vous parler donc, de ces contrats de redynamisation des actions, enfin, artisanat et commerce. Ces contrats, on l'a déjà dit à l'introduction, d'ailleurs, sont souvent assimilés aux concessions d'aménagement. Ils sont très très proches, ce sont des petits frères, ou le petit dernier d'un papa et maman qu'on ne terminera pas, mais en tout cas le papa et maman de l'action des collectivités locales, mais ce ne sont pas tout à fait des concessions d'aménagement. Notre propos avec Arnaud va être de vous dire en quoi ils s'assimilent aux concessions, mais ils se distinguent aussi des concessions. Je commencerai dans mon propos pour vous rappeler ce qu'est une concession d'aménagement, ce qu'on entend par une concession et quelles sont les conditions pour qu'on soit en concession d'aménagement. La première de ces conditions, c'est qu'une opération d'aménagement ait été définie et soit en phase opérationnelle, puisque l'article L300-4 du Code de l'urbanisme nous dit que l'État, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics, certains d'entre eux en tout cas, peuvent confier la réalisation d'une opération, concéder la réalisation d'une opération à toute personne publique ou privée ayant vocation. Donc il faut que l'opération ait d'ores et déjà été définie. Cette opération doit être une opération d'aménagement au sens que lui donne le Code, c'est-à-dire qu'elle doit respecter un certain nombre d'objectifs qui sont définis au premier alinéa de l'article 300-1 du Code de l'urbanisme. Je vous exonère de l'énoncé de cette liste, je vous y renvoie. Mais aussi au sens que lui donne la doctrine, c'est-à-dire que c'est une opération qui est une somme d'actions cohérentes, matérielles ou immatérielles, et qui vont avoir pour objet de créer ou de transformer un secteur urbain sur un périmètre relativement significatif. Il faut véritablement, pour qu'il y ait une opération d'aménagement, qu'il y ait une transformation ou la création d'un secteur urbain, et que l'on ait traité l'espace public et l'espace privé. Ça, c'est la première condition pour qu'on ait une concession d'aménagement. Deuxième condition, c'est que le concessionnaire se doit attribuer au moins les 3 types de missions qui sont définies au 3e alinéa de l'article L300-4 du Code de l'urbanisme, à savoir, en gros, être maître d'ouvrage des travaux, équipements, bâtiments qui concourent à l'opération et qui sont prévus dans le traité de concession,
Maîtriser le foncier, deuxième mission, maîtriser le foncier par voie amiable, bien sûr, mais également par voie d'expropriation ou de préemption en tant que de besoin. Bien sûr, ce foncier nécessaire à la réalisation des actions qui sont confiées à l'aménageur, et commercialiser, c'est-à-dire vendre ou louer tous les biens qui sont situés dans le périmètre de l'opération. Ça, ce sont les trois conditions pour être, les trois missions que se voit confier le concessionnaire de l'opération, le concessionnaire de l'opération d'aménagement. Une fois qu'il a rempli ces conditions, il peut se voir attribuer la concession, quel que soit le territoire, quel que soit l'endroit sur le territoire, sans qu'il y ait de limitation. Du moment que, bien sûr, au moment où il y aura les premières demandes d'autorisation, le site sera constructible, évidemment. Et il devra, bien sûr, être constructible selon les prescriptions données par le document d'urbanisme. Pour ce qui est du CRAC, donc du contrat de redynamisation de l'action commerciale, ce n'est pas tout à fait le cas. Le CRAC, nous dit l'article L309-1 du Code de l'urbanisme, enfin bon, peu importe, vous avez bien compris, L300-9 du Code de l'urbanisme, pardon, je vous prie de m'excuser, là, ne peut pas se faire n'importe où. D'ailleurs, on va le voir, il ne peut pas se faire avec n'importe qui, il ne peut pas se faire pour faire n'importe quoi, ni ne peut pas être passé n'importe comment. Mais d'abord, il ne peut pas être passé n'importe où. Contrairement aux concessions, le CRAC ne peut être conclu que dans certains secteurs des opérations de revitalité territoriale, du territoire, des ORT, que dans certains secteurs qui sont visés par le Code, ou dans les périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel il a été instauré un droit de préemption portant sur les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de fonds commerciaux que je vais appeler DPFAC, pour aller plus vite, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est bien entendu les périmètres de sauvegarde et de commerce et de l'artisanat peuvent se situer dans le périmètre d'ORT. Mais il peut y avoir des périmètres de sauvegarde et de commerce, du commerce et de l'artisanat en dehors des ORT. C'est pour ça que ça s'additionne ou ça se fusionne. Dans le périmètre des ORT, donc il faut, pour qu'on ait un CRAC, que l'on soit... tu peux pas en changer de page peut-être. Ah oui, tu me diras, je peux le faire, oui. Maintenant, excusez-moi, tu me dis, c'est lequel? Celui-là, d'accord. Merci. Dans le premier cas, c'est dans ces périmètres, il faut que donc on soit dans certains secteurs et dans des secteurs dans lesquels a été défini un projet global de territoire destiné à adapter, moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux, ainsi que les tissus urbains de ce territoire, pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux, ainsi que contre l'habitat insalubre, réhabiliter l'immobilier de loisirs, valoriser le patrimoine bâti, réhabiliter les friches urbaines dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. Ça, c'est le premier alinéa de l'article 300-3 du code 303-2 du Code de la construction et de l'habitation sur les ORT. Il faut... Mais non, excusez-moi, je ne suis pas dans mon bon plan là. Bon, je laisse tomber. Enfin, je ne suis pas dans mes... je vous prie de m'excuser. Là, je suis dans le premier cas. Dans le premier cas, si. Il faut que... Donc, oui, on est dans une ORT, pardon, donc on a défini un programme. On a également signé une convention entre l'État, les établissements publics de coopération intercommunale concernés et certaines de leurs communes membres. Et les établissements publics qui sont intéressés et, le cas échéant, toute personne publique ou privée qui a un intérêt à ce que l'opération se fasse. Je suis désolée, je ne suis pas très habituée à suivre à la lettre comme ça des plans d'intervention. Donc ça, c'est un peu le préalable pour pouvoir signer un CRAC. Il faut qu'on soit dans une ORT. Dans le premier cas, c'est quand on est en ORT. Donc, on ait rempli ces conditions. Et quand on est dans une ORT, donc, il faut qu'on soit dans certains secteurs particuliers. Certains secteurs qui sont visés donc, par l'article L300-9 du Code de l'urbanisme. Ces secteurs
ce sont les secteurs qui définissent des actions ou opérations au sens de l'article 301 du Code de l'urbanisme, qui contribuent à l'aménagement des espaces et des équipements publics et qui contribuent à la redynamisation, l'accessibilité et le réaménagement de tous les commerces et de tous les locaux commerciaux. Ce sont aussi les secteurs dans lesquels sont définies des actions destinées à moderniser ou à créer des activités, des animations économiques, commerciales et artisanales, touristiques et culturelles, sous la responsabilité d'un opérateur. Ça, Arnaud va revenir là-dessus, mais là, on est plus dans des actions immatérielles d'animation des commerces. Et le troisième secteur, ce sont les secteurs dans lesquels sont définies des actions ou opérations favorisant en particulier en centre-ville la création, l'extension ou la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales. Donc, premier secteur, on est vraiment dans l'action sur les locaux commerciaux. Deuxième secteur, on est vraiment plutôt dans l'animation des commerces. Troisième secteur, on est sur les surfaces commerciales. On est dans 3 sujets différents. Alors, bien entendu, dans ces secteurs, on peut avoir aussi des actions sur les logements, puisque de toute façon, il n'y a pas de. La première mission de l'ERT, c'est d'agir sur le logement dans les centres-villes. Mais il y a à minima ces actions sur le commerce. Et il faudra ça pour qu'il y ait, ce sera une condition pour qu'on ait un crack. Quand on est dans un secteur de sauvegarde de l'artisanat et du commerce, là, il faut pour qu'on soit dans ce périmètre et qu'on ait pu déléguer le droit de préemption sur les FAC, il faut là que l'on soit dans une logique où on a mis en place, là aussi, on a défini une opération au sens de l'article 301 du Code de l'urbanisme, pour porter et pour motiver le droit de préemption qui aura été mis en place. On ne peut pas avoir de droit de préemption si au préalable, on n'a pas défini l'opération ou l'action qui allait le motiver. L'intérêt de dire qu'on ne peut pas faire des cracks n'importe où, c'est outre le fait qu'on ne peut pas les faire n'importe où, mais c'est aussi pour vous dire que, comme pour les concessions d'aménagement, on a dû réfléchir à comment on allait nourrir le crack et de quelle opération on allait nourrir le crack, de quelle action ou quelle opération on allait nourrir le crack. De sorte que le crack ne peut pas véritablement confier à son titulaire le soin de définir l'opération. C'est la collectivité qui en prend l'initiative, qui devra avoir pensé l'opération, dont le crack va permettre la réalisation. Donc il y a tout un travail en amont du crack qui aura dû être fait pour, encore une fois, définir son objet. Et cet objet ne pouvant pas être mis en totalité à la charge de son titulaire. Ça me semble relativement important à intégrer parce que on a déjà eu du mal à l'intégrer et on continue à avoir du mal à l'intégrer pour les concessions d'aménagement. Non, le concessionnaire n'a pas vocation à faire les études préalables, les études de faisabilité de l'opération. De ce fait, il n'a pas vocation à porter l'évaluation environnementale, par exemple. C'est quelque chose qui doit être fait par la personne publique, et ça c'est très important. Ce sont des opérations publiques portées et définies par les personnes publiques. Pour le crack, c'est la même chose. Ce sont des opérations publiques portées par les personnes publiques. Et l'aménageur, le concessionnaire, le titulaire, n'est que l'outil, le faiseur, le conseil, bien sûr, l'accompagnateur, mais ce n'est pas lui qui définit l'opération dont il a la charge. Et c'est la même chose pour les cracks. Ce sont je pense, des rapports. Ce qui veut dire aussi qu'on ait dû faire les choses en amont, c'est que justement, quand il y a une concertation à faire, parce qu'on est dans le champ de la concertation au sens de l'article 103-2 du Code de l'urbanisme, elle a dû être faite avant la signature du crack. Quand on a des évaluations environnementales à faire, parce qu'on est dans le champ de la définition, notamment du projet urbain tel qu'elle est faite dans le Code de l'urbanisme, elle a dû être faite aussi, normalement, avant que ne soit signé le crack. C'est en tout cas, je vous dis ça avec un petit sourire, parce que bon, ça peut se faire autrement, mais idéalement, ça se fait comme ça. Alors, le crack, on peut passer un crack pour agir, mais pas pour faire n'importe quoi. C'est pas pour faire. Alors, ça revient un peu sur ce que je viens de dire. C'est pour faire les actions qui auront été définies et qui seront nécessaires pour la mise en œuvre des projets, actions ou opérations qui auront été définies dans le cadre des secteurs
qui sont visés par des secteurs délimités au 6e, 8e et 9e de l'article 303-2 du Code de la construction et de l'habitation sur les ERT, et qui portent sur le commerce ou les opérations, les actions qui sont nécessaires aux opérations qui auront motivé le droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux. C'est donc là aussi, Arnaud va développer quel type d'actions on peut mettre en place, mais le CRAC doit porter sur ces actions dédiées au commerce. On n'est pas là pour faire un collège dans un CRAC. Je vous dis ça, à toute fin utile. C'est ni pour faire une crèche. On est quand même là pour faire des actions sur le commerce. Mais je passe très vite parce que Arnaud va revenir dessus. C'est le CRAC, il n'est pas passé avec n'importe qui, par n'importe qui. Il n'est pas passé par n'importe qui avec n'importe qui. Pour que une collectivité, que ce soit un établissement public ou une commune, confie un CRAC à un tiers, il faut qu'elle soit compétente en matière de commerce, ou à tout le moins en matière de développement économique. Et ça, c'est un peu le même sujet que pour les concessions d'aménagement aussi. C'est que seules les collectivités ou groupements de collectivités compétents pour faire des opérations peuvent confier une concession d'aménagement à un tiers. De la même façon, seules les collectivités ou groupements de collectivités compétents en matière de commerce ou de développement économique ou de développement d'efforts artisanaux peuvent confier un CRAC. Ces collectivités, je les ai un peu énoncées pour illustrer, j'en ai fait un peu la liste, pour illustrer un peu justement la différence qu'il faut faire. C'est que, par exemple, en matière de communauté de communes, les communautés de communes sont compétentes pour créer, aménager, entretenir et gérer des zones d'activité commerciales et artisanales. Donc, elles peuvent passer des CRAC. Elles sont également compétentes pour mettre en place des politiques locales de commerce et de soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Ce qui veut dire que pour tout ce qui n'est pas d'intérêt communautaire, la commune va pouvoir agir et va pouvoir prendre le relais. Par contre, pour tout ce qui a été déterminé d'intérêt communautaire par le conseil de la commune, le conseil communal, de la communauté de communes, là, ce sera réservé à la communauté de communes. Donc, il faut quand même toujours vérifier cette compétence. Même chose, alors les communautés urbaines, elles sont compétentes en matière d'action et de développement économique. Là, elles ont une compétence assez absorbante. Par contre, les communautés d'agglomération, elles aussi, sont compétentes pour créer, aménager, entretenir et gérer les zones d'activité commerciale et artisanale, quelles que soient ces zones. Il n'y a pas de distinction du moment qu'elles sont sur leur territoire. Par contre, en matière de politique locale, commerciale et de soutien aux activités commerciales, elles ne le sont que pour celles qui sont d'intérêt communautaire. Pour les métropoles, on est un peu dans la même situation. Pour la métropole du Grand Paris, là, on distingue. On est création, aménagement, gestion des zones d'activité commerciale et artisanale d'intérêt métropolitain. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et ce sont les établissements publics, les établissements publics territoriaux qui sont compétents pour tout ce qui n'a pas été déclaré d'intérêt métropolitain. Ça, il faut faire très attention à ça. Les communes, elles n'ont aucune compétence en la matière. Et sur les actions de développement économique, c'est pareil, pour les actions de développement économique d'intérêt métropolitain. Et pour ce qui n'est pas d'intérêt métropolitain, ce sont également les établissements publics territoriaux qui sont compétents. Les communes du territoire qui sont inclus dans le territoire de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire celles qui appartiennent au département des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ne sont pas compétentes pour conclure des CRAC. Ça veut dire ça, d'une certaine façon. Alors, après, voilà. Je dis, on va me dire, parce que je dis après, c'est bien entendu qu'on va toujours trouver un biais on va toujours pouvoir trouver un biais pour le faire, mais en droit, elles n'ont pas vocation à intervenir dans la matière. Ces contrats vont être passés là avec toute personne, publique ou privée,
ayant compétence et en capacité pour les réaliser. Et en compétence de par la loi ou les statuts. A priori, c'est plutôt par leur statut. Et il pourra bien sûr s'agir de SPL, de SPLA, de SEM, de CEMOP, ou toute autre personne de droit privé. C'est, par exemple, moi je suis en train de monter une CEMOP pour porter ce type de contrat. Et là, on est sur un territoire un EPT, donc sur l'Île-de-France. Voilà, les nouveaux CRAC ne se passent pas non plus n'importe comment. Alors, comme les concessions d'aménagement, ce sont des contrats qui sont dans le champ de la commande publique, et là, le législateur nous dit qu'ils sont passés dans les mêmes formes que les concessions d'aménagement. Donc, comme pour les concessions d'aménagement, on va regarder si ce contrat opère un transfert de risque au bénéfice de son titulaire ou à la charge de son titulaire, ou s'il n'opère pas de transfert de risque. Alors, la notion de transfert de risque, elle est définie par le Code de la commande publique. Il faut que pour qu'il y ait un transfert de risque, que l'opérateur soit exposé aux aléas du marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de participation de la collectivité au coût de l'opération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de parachute. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de choses sur lesquelles il soit épargné, qu'il n'y ait pas de partage du risque et que la collectivité ne doit rien faire pour couvrir ces risques. Ça veut dire simplement que s'il y a un retournement de marché, s'il y a la crise du Covid, il va avoir un impact, il va devoir assumer il va devoir assumer des conséquences sur ses propres comptes. C'est ça que ça veut dire. Alors, en fonction de s'il n'y a aucune couverture du risque, si c'est la collectivité que moi je prends tout, je couvre tout, le contrat sera soumis aux droits applicables au marché public, aux procédures applicables au marché public. S'il n'y a pas de couverture, s'il y a une exposition aux aléas du marché, on choisira les procédures applicables aux concessions d'aménagement. Et ça, je vous renvoie à la pratique là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur... Merci beaucoup, Monique. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? On me fait signe que oui, Mathieu. Oui, il y a 2 questions en ligne déjà. Bien sûr, s'il y a des questions dans la salle, je pourrais faire passer le micro. Une première question, tout d'abord, sur l'objet du CRAC. Alors peut-être qu'on reviendra après, parce que là, on était surtout sur la passation. Quid des fonds de commerce qui peut l'acquérir dans le cadre d'un CRAC? Et surtout sur la motivation de l'objet. Quelle est la plus-value, finalement, de cet outil par rapport aux concessions d'aménagement classiques? Là, je pense que c'est vrai que moi j'étais vraiment sur cette première partie un peu de donner le cadre des CRAC. On reviendra dessus et peut-être d'ailleurs d'où l'intérêt de laisser le maximum de temps de parole à Arnaud, parce que c'est lui qui va traiter ces questions et on pourra y revenir ensemble à la fin pour répondre plus globalement à vos questions. Et si je pourrais venir, enfin voilà. Après, ce qu'on peut dire là par rapport à votre question, c'est qu'une concession d'aménagement, Monique l'a dit, on ne peut la passer que quand il y a une opération d'aménagement. Et dans certains cas, on se retrouve dans des situations en fait, où on a par exemple une rue à requalifier ou un espace commercial à requalifier, mais par contre, il n'y a aucune intervention sur l'espace public à mener. Et dans ces situations-là, actuellement, disons jusqu'avant la création du CRAC et de la concession d'aménagement, on n'avait pas vraiment d'outils contractuels pour intervenir. Et ce qu'on faisait la plupart du temps, c'est qu'on allait rajouter une petite intervention sur un espace public, la création d'un petit équipement public, pour arriver à justifier l'existence d'une opération d'aménagement et la passation d'une concession d'aménagement. La concession de revitalisation commerciale et artisanale, elle, ce qu'elle va permettre, c'est d'intervenir, de transférer la maîtrise d'ouvrage d'une opération de revitalisation sans qu'existe une opération d'aménagement. Donc c'est ça la plus-value de ce nouveau contrat. Elle comble les trous dans la raquette, c'est vraiment ça. C'est voilà, la concession, c'est vrai que c'est pour ça que je voulais rappeler, c'est l'opération, c'est pas l'action. La CRAC, le CRAC, ça peut être une action. Donc, monosujet. Et quand on parle d'action par rapport aux opérations, c'est vrai qu'on n'a pas revu. L'opération, c'est un ensemble d'actions complexes, mais complémentaires. L'action, ça peut être par exemple que l'animation commerciale.
Ça peut être que le travail sur les locaux commerciaux. Mais ce n'est pas l'ensemble de la requalification du quartier. On pourra de toute façon revenir après l'intervention d'Arnaud sur toutes vos questions, hein, quels que soient les sujets. Arnaud, peut-être tu peux nous éclairer sur ce qu'il y a dans le contrat, sur les missions du titulaire du contrat et puis sur la manière dont il fonctionne plus généralement. Voilà. Alors sur le contenu du contrat, en fait, il a un contenu qui est très proche de la concession d'aménagement. Et d'ailleurs, l'article L300-9, on a un seul article dans le Code de l'urbanisme qui vise cette concession de revitalisation commerciale et artisanale. Et elle renvoie en fait aux articles du Code de l'urbanisme et notamment aux articles L300-4 et L300-5 qui visent les concessions d'aménagement. Donc sur le contenu de ce contrat, à minima, il doit prévoir le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment les actions foncières et immobilières, les conditions d'acquisition, de cession, de construction, de réhabilitation, de démolition et de gestion des locaux concernés. Donc on est sur un contenu très proche. On va avoir dans ce contrat les missions de l'opérateur de revitalisation, les dispositions financières. Est-ce qu'il y a une participation de la collectivité concédante? Est-ce qu'il y a des subventions d'autres collectivités? Le contrôle de la collectivité. En fait, pour ceux qui sont habitués à la concession d'aménagement, et d'ailleurs à l'A7, on est en train de produire un contrat type de concession de revitalisation artisanale et commerciale, et on est vraiment dans le déroulé du contrat sur quelque chose de très proche par rapport à une concession d'aménagement classique. Alors, sur les missions de l'opérateur, vous l'avez compris, dans les concessions de revitalisation, à la différence des concessions d'aménagement, on ne va pouvoir les conclure que dans certains secteurs. Les secteurs ORT. Alors, les secteurs ORT, il y en a quand même pas mal en France. Il y en a, je crois, sur un guide qui est sorti en avril, il y a près de 400 conventions ORT qui ont été conclues en France. Donc, un réel succès de cet outil. Par contre, les collectivités, les intercos qui ne seront pas dotées d'une convention d'ORT, elles ne peuvent pas conclure ce contrat via, bien sûr, l'ORT, puisqu'elles n'en ont pas. Par contre, elles pourront passer si elles ont un secteur de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. En fait, c'est les secteurs dans lesquels est instauré le droit de préemption commerciale. Donc, ces concessions de revitalisation, on peut les conclure dans les secteurs ORT et dans les secteurs où est instauré le droit de préemption commerciale. À la différence des concessions d'aménagement qui, elles, la condition, c'est l'existence d'une opération d'aménagement. Par contre, on peut les conclure partout. Arnaud, excuse-moi, peut-être juste une petite précision. Est-ce que c'est compliqué d'instaurer un secteur de droit de préemption sur les fonds de commerce? Est-ce que finalement, c'est une si forte contrainte que alors, ça? Alors, c'est pas une grande contrainte. Ça serait plus simple qu'il n'y ait pas de conditions comme pour les concessions d'aménagement. Ce qui vaut le coup, par contre, d'instaurer le droit de préemption commerciale, outre le fait que ça permet d'acquérir des fonds commerciaux, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça permet d'avoir un œil sur ce qui se passe sur son territoire en matière de commerce, sans forcément mobiliser le droit de préemption commerciale. Et d'ailleurs, on dit à nos adhérents, à nos clients de l'A7, de faire attention à cet outil, au droit de préemption commerciale, parce que autant acquérir des murs, on ne prend pas forcément un risque énorme d'un point de vue financier. Acquérir des baux ou des fonds de commerce, parfois on peut acquérir un peu du vent. Donc vraiment à utiliser avec parcimonie. Par contre, l'outil est utile par rapport à la connaissance qu'on peut avoir du commerce sur la commune, sur l'interco.
Juste, il faut quand même, dans les périmètres, là, pour qu'on ait un crack dans le secteur de sauvegarde et de commerce de l'artisanat, il faut quand même qu'on ait justement défini l'opération qui motive, ou l'action qui motive l'instauration de ce droit. Donc, c'est pas si compliqué, effectivement, mais il faut quand même un peu avoir défini, il faut avoir défini le pourquoi on l'instaure, on le met en place. Donc sur les missions de l'opérateur de revitalisation commerciale et artisanale, en fait, l'article L300-9, il distingue des types de missions différents selon que l'on se trouve en ORT ou en périmètre de droit de préemption commercial. Si on regarde pour le premier, dans les secteurs ORT, alors on peut voir les missions en faisant une lecture croisée de deux articles, l'article L300-9 qui renvoie vers le Code de la construction et de l'habitation. Donc, sur les missions que l'opérateur va pouvoir réaliser, à minima, bien entendu, une intervention sur les cellules commerciales. Hein, c'est une commerciale et artisanale. Ce contrat-là vise en premier lieu ces domaines-là. Donc, il va pouvoir acquérir, on va revenir de suite après sur les modes d'acquisition, réaliser des études, réaliser des travaux de démolition, de reconstruction, de remembrement. Très souvent, dans les centres-villes, on va se retrouver avec des commerces trop étroits, trop petits. Si on a deux commerces l'un à côté de l'autre, on va pouvoir les acquérir et peut-être former une surface plus à même d'accueillir des enseignes. Donc remembrement, réhabilitation, gestion. Donc en premier lieu, une intervention sur les cellules commerciales. Autre possibilité d'intervention dans ces secteurs ORT, la lecture des deux articles que j'ai cités juste avant nous parle d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de L300-1. Alors ça, c'est un peu gênant cette rédaction parce qu'on a dit qu'on ne peut pas conclure, on ne conclut une opération, une concession d'aménagement, on ne peut la conclure que quand on a une opération d'aménagement. Et là, l'article L300-9 fait référence à des opérations d'aménagement. Mais en fait, il faut lire jusqu'à la fin, ou en tout cas jusqu'au milieu de cette disposition, action ou opération d'aménagement contribuant à l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité. Alors, je ne vais pas jusqu'à la fin de la phrase, mais nous, on lit ça comme la possibilité pour l'opérateur d'intervenir sur des espaces donc, et des équipements publics de proximité. Quelques exemples, ça peut être par exemple intervenir sur les trottoirs, intervenir sur des problématiques de PMR, intervenir sur l'installation de bornes électriques pour le stationnement, puisque vous voyez qu'on nous parle après d'accessibilité, de desserte des commerces et de mobilité. Donc ça peut être des interventions, on va dire, accessoires, mais bien entendu, ce n'est pas des opérations d'aménagement comme on peut l'entendre pour les concessions d'aménagement. Et si par cas les interventions devaient se rapprocher et plus d'une opération d'aménagement, dans ce cas-là, il nous semble qu'il vaudrait mieux passer et conclure directement une concession d'aménagement plutôt que passer par ce nouveau contrat de concession de revitalisation. Autre point, des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles. Donc là, on voit que l'opérateur il va pouvoir avoir des interventions en matière d'animation, mais on voit que ces interventions vont pouvoir être plus larges que le commerce et l'artisanat, puisqu'on cite également le tourisme et la culture. Donc on voit en fait que ce sont tout un tas d'interventions qui pourront être prises en charge par l'opérateur sur un spectre très large, l'idée étant en fait une revitalisation globale du centre-ville. On va au-delà, on peut aller au-delà de la question du commerce.
quand je suis en secteur de sauvegarde du commerce, de l'artisanat de proximité, donc dans les secteurs qui sont couverts par le droit de préemption commerciale, là, le texte est beaucoup plus... il en dit beaucoup moins, puisqu'il nous dit la réalisation d'actions ou d'opérations. Vous noterez qu'on ne parle pas d'opération d'aménagement, alors qu'avant on en parlait, ce qui est peut-être mieux, ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains. Donc là, comme on dit, comme je vous disais, c'était plus réduit les interventions, mais au final, des actions ou des opérations qui ont pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales, ça peut en fait être assez large. Ça peut être aussi bien des interventions sur les cellules commerciales, c'est le minimum, mais ça peut également être de l'animation et pourquoi pas aussi un petit peu d'intervention sur l'espace public à partir du moment où c'est des équipements et des espaces publics de proximité. En tout cas, c'est notre position et on avait discuté avec la Fédé, ils sont également d'accord. Alors, sur un autre sujet et je pense que les deux autres intervenants, la SEMDO et la SEMDO Draguignan, c'est un sujet auquel ils ont été confrontés, c'est est-ce que l'opérateur de revitalisation commerciale peut intervenir sur les étages ? En fait, très souvent, un opérateur de revitalisation commerciale, il va se retrouver dans une situation où il va falloir qu'il achète l'intégralité d'un immeuble, donc avec le rez-de-chaussée commercial et puis avec les étages. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'intitulé du contrat, on parle de commerce et d'artisanat, on ne parle pas des logements. Bon, nous, il nous semble que cette intervention sur les étages est possible, notamment du fait que dans certaines situations, ces logements peuvent être considérés comme des accessoires du rez-de-chaussée commercial. Ça peut très bien être le logement du commerçant, ça peut très bien être également en partie utilisé pour des réserves. Autre point qui permet de montrer que ça peut être caractérisé comme un accessoire, c'est le fait que j'ai un petit trou là. C'est pas par rapport à la question de l'accessoire, c'est par rapport à la question excusez-moi, j'ai un trou, je suis perdu. Non. Oui, c'était en fait par rapport aux ORI, aux opérations de restauration immobilière. On a regardé ce qui était écrit sur les ORI. Alors dans les textes, les ORI en fait c'est destiné à réhabiliter l'habitat. Quand on va dans le guide de l'ANA, ce qui est écrit sur les ORI, c'est qu'on peut considérer que les commerces qui sont situés en rez-de-chaussée des immeubles sont des accessoires de ces immeubles. Et donc, le guide de l'ANA par rapport à l'ORI accepte, dit que l'opérateur qui intervient pour l'ORI peut intervenir pour les logements, pour les commerces. Il nous semble que ce qui est dit pour les ORI, on peut le transposer pour la concession de revitalisation. Et donc, un opérateur de revitalisation commerciale peut intervenir, bien entendu, donc, sur le rez-de-chaussée commercial, mais également sur les étages de logement. Alors, sur les outils qui sont mobilisables par l'opérateur de revitalisation commerciale, les outils qui sont importants, c'est notamment pour acquérir les biens. Alors, ils peuvent bien entendu les acquérir à l'amiable. Ils peuvent également se voir déléguer le droit de préemption urbain, le droit de préemption renforcé et le droit de préemption commercial. Alors, par rapport au droit de préemption urbain, c'est
c'est un point qui est important parce que dans le CRAC initial, dans le CRAC expérimental, ce n'était pas prévu. Il y avait le droit de préemption commerciale qui était prévu, qu'il pouvait se voir délégué. Par contre, rien n'était prévu pour le DPU. Donc, la loi 3DS est venue préciser ce point-là. Et c'est vrai que les premiers CRAC, on avait notamment travaillé avec la SEM de Draguignan et la SEMDO sur ces sujets-là. On avait inscrit la délégation du DPU, mais on l'avait écrit sans vraiment avoir une base légale. Et également, bien entendu, possibilité d'être bénéficiaire de l'expropriation. Donc on voit l'opérateur de concession de revitalisation dispose d'un bon nombre d'outils pour acquérir les biens sur lesquels il va intervenir. Alors, une question sur la possibilité de conclure une concession de revitalisation multisite. Alors, on a envisagé deux situations dans une agglomération, une communauté de communes ou une communauté d'agglos. On peut très bien se trouver avec plusieurs secteurs, une rue, un petit centre, qui nécessitent une intervention. Et pourquoi pas conclure une concession de revitalisation commerciale multisite. Si on regarde une jurisprudence là, sur les opérations d'intérêt national, le Conseil d'État nous dit qu'une opération peut être multisite et concédée dès lors qu'il existe une cohérence, une unité d'intérêt entre les différents sites. Bon, ben voilà, il faut, avant de lancer la concession, il faut que la collectivité arrive à justifier de cette cohérence. C'est comme pour les opérations d'aménagement multisite, hein, pour pouvoir les conclure, il faut qu'on parvienne à dire qu'il y a effectivement une cohérence entre les différents sites de l'opération d'aménagement. Autre utilisation, et ça c'est une réflexion avec la Fédé, c'est par rapport à des petites intercommunalités. L'idée là, c'est pas requalifier un centre-ville, c'est sauver le dernier commerce. Donc on peut imaginer par exemple une petite communauté de communes avec plein de petits centres-bourgs où il y a un ou deux petits commerces. Et là, pourquoi pas utiliser la concession de revitalisation pour requalifier un commerce par centre-bourg pour permettre que ce commerce qui est toujours existant ne disparaisse pas. Deux derniers points sur le fait que ces opérations de revitalisation commerciale et artisanale, ce sont des opérations qui sont souvent déficitaires. Je pense que les intervenants d'après vont revenir sur cette question du coût de ces opérations. Donc là aussi, c'est une nouveauté de la concession de revitalisation par rapport au CRAC expérimental. Dans le CRAC expérimental, il n'était rien dit sur les aspects financiers. Là, maintenant, dans la concession de revitalisation, il est bien précisé. Ça nous renvoie aux règles qui s'appliquent à la concession d'aménagement. Et donc, le concessionnaire de revitalisation peut bien évidemment disposer de participation financière de la collectivité concédante, mais également de subventions d'autres personnes publiques. Et donc le dernier point pour attacher avec la question des foncières de redynamisation, quelle articulation entre concession, alors j'ai fait concession d'aménagement ou de revitalisation commerciale, hein, c'est entre la concession et la foncière de redynamisation. Alors bien entendu, ce n'est pas des outils qu'il faut opposer, c'est deux outils complémentaires. Hein. C'est dans la boîte à outils, on a différents outils, dont cette concession de revitalisation. Et en fait, on peut envisager, nous en tout cas, on a envisagé deux options. La première, c'est la situation où la foncière de revitalisation devient
la société concessionnaire donc, devient concessionnaire de revitalisation commerciale. Ça permet à la foncière de bénéficier de participation de la collectivité. Ça lui permet également d'utiliser les outils délégation du droit de préemption et bénéfice de l'expropriation. Donc la foncière acquiert, le cas échéant, via le DPU ou via l'expropriation. Elle peut récupérer des participations de la collectivité concédante. Et ensuite, elle loue le bien pendant X années, le cas échéant. Une fois que la rue a repris la commercialité, elle cède les biens qu'elle aura réhabilités 5-10 années avant. Et on s'inscrit dans un cercle vertueux. Sur Bordeaux, vous avez par exemple Incité qui a réalisé des interventions de ce type-là, en dehors de la concession de Revit, mais dans le cadre d'une concession d'aménagement. Et une fois que les biens, la rue, et notamment vous avez une rue à Bordeaux, c'est la rue Saint-James, qui est assez connue des Bordelais, qui est une rue qui petit à petit tombait en désuétude, qui aujourd'hui est dans les rues les plus sympathiques de Bordeaux, et les commerces se pressent pour venir s'y installer. Ça, c'était la première situation. Et la deuxième situation qu'on peut envisager, c'est une intervention en deux temps. Un premier temps, un concessionnaire de revitalisation ou une concession d'aménagement. Là, ça permet, comme avant, ça permet, comme dans la première option, à la collectivité de verser des participations à l'opération, soit d'aménagement, soit de revitalisation. Et une fois que les travaux ont été réalisés, les travaux de réhabilitation, de remembrement des cellules commerciales, les cellules commerciales sont cédées à la foncière qui les loue pendant X années. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Je sais qu'il y a des questions dans la salle. Je vous laisse les poser sans plus tarder, madame. Bonjour. Donc je suis Margot Téchec, je suis responsable du commerce et du tourisme pour la ville d'Avignon, et on se renseigne de manière très active pour la création d'une foncière ou d'un outil similaire. Et concernant les opérations de revitalisation commerciale et artisanale, vous parlez essentiellement d'un cadre de création et d'application dans le cadre de petites agglomérations ou de plusieurs communes. Mais voilà, je voulais savoir si dans une configuration de ville très étalée, comme Avignon finalement, où le côté multisite, moi, m'intéresse beaucoup, parce qu'on a une problématique intramuros, mais on a aussi une problématique extramuros qui est complètement différente. Nous, ça nous apparaîtrait pertinent justement de cibler avec un fonctionnement par site, en fait, multisite. Donc voilà, c'est un cas de figure que vous n'avez pas forcément évoqué, donc je voulais savoir si c'était des choses qui avaient été vues, qui étaient possibles, et qui étaient faisables, souhaitables. A priori, alors, tout dépend ce que vous entendez par site. Enfin, d'abord, la taille de la ville n'a pas d'importance. Enfin, on n'est pas uniquement dans les petites agglomérations ou dans les petits centres-bourgs. Et sur le caractère multisite, a priori, quand même, on n'est pas dans une logique de dissémination des actions d'un côté et de l'autre des mêmes agglomérations. Il faut quand même, pour qu'on soit dans le même contrat, que l'on ait une cohérence, ce qu'on a dit, une cohérence opérationnelle, malgré tout. Donc s'il y a cette cohérence opérationnelle, je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait des difficultés pour que, effectivement, vous puissiez intervenir, si j'ai bien compris, si c'est votre souhait, sur plusieurs sites. Et on peut tout à fait envisager de mixer une concession multisite parce qu'il y aurait cohérence sur plusieurs secteurs et une ou deux autres concessions de revitalisation
indépendantes les unes des autres. La seule condition, c'est celle qu'on a dit avant, c'est il faut qu'on soit en secteur ORT. Donc vous pouvez multiplier, vous pouvez avoir plusieurs concessions de revite. Je ne sais pas si on l'a mis bien en avant, mais on est quand même aussi dans les concessions de revitalisation commerciale artisanat. On est dans la même logique économique, justement, et patrimoniale que dans les concessions d'aménagement. On est l'opérateur, ce n'est pas un simple prestataire de service, il n'est pas titulaire d'un seul marché. Il doit acheter pour revendre. Enfin, il doit générer sa propre rémunération et sa propre économie grâce à son activité. C'est un petit point il me semble, sur lequel on n'a pas tellement insisté. Donc il y a bien un transfert de maîtrise d'ouvrage au bénéfice du titulaire du contrat. C'est juste ce que je voulais dire. Oui, madame. Oui, bonjour, Sandrine Moret, je suis directrice de pôle immobilier au sein de la CEPA. Tout à l'heure, vous disiez que les villes du 92, 93 et 94 n'avaient pas la compétence juridique pour signer des CRAC. Alors, ce qui m'étonne, j'ai peut-être mal compris, parce que les villes restent quand même compétentes en matière de commerce, même si effectivement, on a les EPT et la métropole qui ont un certain nombre de compétences au niveau du DEVECO. Je ne suis pas certaine. Enfin, autant les villes dans des communautés d'agglo hors métropole restent compétentes sur les politiques en matière les politiques locales en matière de commerce et d'artisanat qui n'ont pas été déclarées d'intérêt communautaire, autant sur le territoire de la métropole du Grand Paris, c'est une compétence qui me paraît être partagée entre la métropole et le PT. Alors, le DEVECO, oui, mais le commerce, alors moi j'ai bossé 6 ans en EPT, et à chaque fois les villes me disaient bien, le commerce reste la chasse gardée de la ville, et sauf effectivement des outils type SCOM, des grands documents de cadrage, ou les zones d'intérêt communautaire ou métropolitain. Alors, écoutez, si vous le savez... Non, mais j'ai peut-être mal compris. C'est de la loi 3DS. Oui, non, mais la loi 3DS, en matière de compétences des collectivités, n'a pas changé. Donc là, on reste sur les mêmes acquis. Moi, vraiment, j'ai pris le développement économique, effectivement, et les actions en matière commerciale. Après, vous avez toujours la compétence générale de la collectivité, de la commune, aussi pour ce qui la concerne. Mais dans la mesure où vraiment le développement économique et les politiques en matière d'action commerciale relèvent, d'après ce que d'après ma lecture des textes de l'EPT et de la métropole, donc la commune s'en trouve dessaisie. Mais c'est dans tout le champ économique, quand même, la commune est très mal à l'aise à intervenir. Il faut se dire. En tout cas, madame, à moins que ça ait changé en raison de dispositions postérieures, mais il y a effectivement un cas en Île-de-France, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, où une commune a confié à une SPL un CRAC dans le Val-de-Marne. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir quand même la possibilité pour une commune de confier un tel contrat à un opérateur. C'est vraiment au titre des compétences générales. Là, c'est vrai que dans le texte, ne sont visées que les zones d'activité commerciale artisanale. Mais là, on est clair que c'est intérêt métropolitain ou c'est EPT ou métropole. Pour ce qui est l'action de développement économique, c'est métropole ou EPT. C'est vrai que le commerce, là, n'est pas clairement défini. Et donc, effectivement, vous avez raison. Là, je reprenais mes notes, j'avais un doute. On peut passer. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait un CRAC avec une commune. Et c'était en expliquant bien qu'on n'était pas dans une opération d'aménagement, on était que là aussi dans une action de redynamisation commerciale. Et c'est vrai que ça s'est passé, c'est très bien passé. Je vois l'heure qui tourne, on va prendre les dernières questions du chat et peut-être juste je vous demande des réponses questions qui ont été posées synthétiques du coup pour laisser la place au suivant. Une question sur les missions qui peuvent être confiées à l'opérateur du CRAC. Est-ce que ça peut être des missions d'animation à destination des commerces existants, par exemple pour les aider dans la requalification de leurs devantures ou l'adaptation de leurs locaux?
Et une question peut-être plus sur l'articulation avec l'ORT. On a vu toutes les possibilités d'intervention du CRAC dans des domaines comme le tourisme, les mobilités. Pour autant, est-ce que le CRAC peut suffire à mettre en opérationnalité l'ensemble du projet ORT? Alors non, sur la première non, parce que tout va dépendre en fait de ce qui est écrit dans cette convention ORT, mais le CRAC, on l'a bien vu, c'est quand même en premier lieu intervenir sur le commerce et l'artisanat. Donc il pourra y avoir un secteur qui sera travaillé via le CRAC et puis un autre secteur via une concession d'aménagement ou d'autres outils opérationnels qui pourront être mobilisés. Et par rapport à la première question, est-ce qu'il peut intervenir en animation auprès des commerces existants? Bah oui, parce que tout à l'heure, je le disais bien, c'était l'idée de cet outil, c'est quand même redynamiser le centre-ville commercial, le centre-ville dans sa généralité, mais là, ça participe bien à la requalification, au bon fonctionnement du commerce de centre-ville. Donc, je ne vois pas ce qui viendrait l'interdire, en fait. Au contraire, il me semble que c'est un atout par rapport à la concession d'aménagement, où on est quand même plus ciblé sur le matériel. Là, on est véritablement justement dans cette politique globale en faveur du commerce. Et c'est d'ailleurs, ça peut être des objectifs de l'ORT, ça fait partie des missions. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, par contre. Sinon, c'est la prestation de service. Monsieur, vous vouliez poser une question? Non, c'est bon. Il est peut-être temps pour nous, s'il n'y a plus de questions, Mathieu, Chloé, de laisser la place à la seconde table ronde. Je vous remercie beaucoup, Monique Ambal, Arnaud Montanari. Alors du coup, la deuxième table ronde va être consacrée à un retour d'expérience sur deux conventions de revitalisation artisanale et commerciale qui ont été conclues dans le cadre du dispositif dit V1, qui avait été mis en place sous la loi Pinel à titre expérimental pendant 5 ans. Donc on a 7 CRAC qui ont été conclus, dont la ville de Draguignan et d'Orléans. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Jean-Michel Cohen, directeur général délégué de la SAIEM de construction de Draguignan, qui va nous présenter le CRAC qui a été mis en place sur son territoire, ainsi qu'à distance Monsieur Jean-Pierre Millet, directeur adjoint de la SEMDO, pour faire la même chose côté Orléans. Alors, on va commencer par l'intervention de Monsieur Cohen sur Draguignan. Donc, le CRAC a été conclu en 2018, confié donc à la SAIEM de construction de Draguignan pour redynamiser l'activité marchande du centre-ville de Draguignan, dont le taux de vacances était, je crois, assez significatif, autour de 15%. Et on était sur un dispositif en plein au cœur du plan d'action, du programme Action Cœur de Ville. Donc en premier lieu, moi, je trouvais intéressant de revenir sur les métiers de la SAIEM de Draguignan et finalement quelles étaient les compétences recherchées auprès de votre structure pour atteindre les objectifs visés par ce dispositif. Oui, c'est bon. Donc je vais vous évoquer le contrat de revitalisation artisanale et commerciale du centre-ville de Draguignan qu'on a signé avec la ville de Draguignan début 2018. Donc en quelques mots, Draguignan, c'est une ville du département du Var de 40 000 habitants dans une agglomération de 100 000 habitants qui a la particularité d'être assez étendue avec donc des villes de taille moyenne qui sont un peu éloignées de la ville-centre et qui peuvent être attirées par d'autres polarités. Donc il y avait une vraie motivation à renforcer cette attractivité du centre-ville. Draguignan a été retenu au titre d'action cœur de ville et elle a la particularité aussi d'avoir un centre-ville qui est classé en quartier politique de la ville puisqu'il y a une paupérisation de la population au centre-ville. Quant à la SEM de construction de Draguignan, c'est toujours une SEM qui a la particularité d'être pluri-activité
puisque notre activité principale, c'est d'être bailleur social, avec 1100 logements locatifs sociaux que nous gérons, et d'être depuis toujours également une SEM d'aménagement. Ce qui nous amène effectivement à avoir été, avant même de signer ce CRAC, on était déjà une SEM à vocation patrimoniale, puisqu'on est propriétaire de logements. Donc la mutation vers les métiers de la propriété de locaux commerciaux était peut-être plus facile. Et puis on a une grande historique de travail sur le centre-ville de Draguignan, puisque dès les années 80, on est intervenu sur des opérations de résorption d'habitat insalubre, d'aménagement d'espaces publics, d'animation d'OPA, ce qui nous amène, en tant que bailleur social, à être très présent, puisque près d'un tiers de notre patrimoine est situé dans le centre-ville de Draguignan. Donc, une expérience déjà de travail sur ce centre-ville. Pour répondre à la question c'est le contrat de revitalisation artisanale et commerciale, même s'il a effectivement beaucoup de traits propres à la concession d'aménagement, ça a été évoqué tout à l'heure, ça nous a amené aussi à aller un peu plus vers des compétences d'animation et des compétences de développeurs, puisque on a rapidement, et on va l'évoquer, vu que effectivement c'était une action globale sur l'ensemble du commerce. Le but de ce CRAC, c'est la revitalisation commerciale. Ça passe par les locaux qu'on a maîtrisés, nous, dans le cadre du CRAC, mais ça passe aussi par la reconquête de tous les locaux vacants du centre-ville et favoriser autant que possible l'implantation de commerce et de commerçants. Donc les constats préalables qui ont été à l'origine de ce contrat de revitalisation artisanale et commerciale, c'était un parcours commercial qui s'était réduit à un périmètre limité et qui, même sur ce périmètre limité, représentait effectivement des fragilités, puisque on a démarré, ce que disait Magali da Silva, avec 15% en moyenne de vacances et même 19% sur une des rues, la rue de la République. Les constats, c'est des cellules de très petite taille, on est dans des centres-villes avec des petits immeubles, et un déficit très important d'enseignes nationales, en particulier dans le domaine de l'équipement de la personne, avec une évasion commerciale importante dans ce secteur. Donc les objectifs fixés dans le contrat de revitalisation, c'était de se mobiliser seulement sur ce parcours principal, avec l'objectif de le conforter et de le favoriser. Ça veut dire qu'il y a d'autres rues qui étaient d'anciennes rues commerçantes sur lesquelles la mairie, de son côté, a mis en place d'autres actions du type créer un parcours des arts pour des rues dont le diagnostic avait identifié qu'elles n'avaient plus vocation à être des rues commerciales. Et donc le but du CRAC, c'était vraiment de se concentrer sur ce parcours, acquérir des locaux pour les restructurer, on l'a évoqué tout à l'heure, pouvoir restructurer 2 cellules mitoyennes pour offrir des surfaces plus importantes. Et puis on avait cet grand objectif d'implanter des enseignes nationales dans les domaines de l'équipement de la personne, avec un objectif qui est un objectif quantitatif sur ce périmètre, de maîtriser 2500 mètres carrés de locaux sur le parcours principal, avec des cibles qui avaient été identifiées à l'origine. Ce contrat, il a un peu évolué en cours, puisque c'est un contrat, je le disais, qu'on a signé début 2018, donc qui a été approuvé fin 2017, donc ça veut dire conçu en 2016 par la ville de Draguignan. De 2016 à 2023, le commerce a connu pas mal de bouleversements que vous connaissez tous. Le secteur de l'équipement de la personne et des grandes enseignes, qui était l'objectif principal du CRAC en 2017, c'est un secteur qui est en grande difficulté, sur lequel il y a eu l'arrêt de développement pour certaines enseignes, voire la fermeture d'enseignes, et c'est un phénomène qu'on connaît encore aujourd'hui. Et puis on a eu la période du Covid, les fermetures de commerce et tous les changements d'habitudes commerciales, de mode de consommation avec Internet, de type de consommation aussi, avec plus de consommation dans le domaine du loisir et du bien-être et moins de l'équipement. Enfin voilà. L'expérience, c'est que le commerce, par rapport aux autres opérations d'aménagement, c'est un secteur qui est beaucoup plus en mouvement, et en mouvement très rapide par rapport au secteur du logement ou de l'activité économique sur lequel les SEM sont habitués à travailler. Donc on a fait un peu évoluer les objectifs au fur et à mesure. On s'est intéressé finalement aux restaurants et débits de boissons, qui jouent un rôle
moteur dans l'attractivité d'un centre-ville. On s'est intéressé aussi à certaines activités de services et de loisirs, toujours dans cette logique d'attractivité du centre-ville et d'activités qui ne sont pas délocalisables ni transférables sur d'autres modes d'occupation. Et puis, on a revu aussi un petit peu d'une manière différente les petites boutiques hors enseigne qui aussi sont quelque chose qu'on ne trouve que dans les centres-villes, qu'on ne pourra pas trouver dans les centres commerciaux de périphérie et sur lequel, du coup, les centres-villes des villes moyennes ont une carte à jouer. L'autre évolution, c'est qu'on a été amené à intervenir en dehors du périmètre des rues piétonnes commerçantes principales qui était la cible initiale, parce qu'on a pu le faire parce que le contrat de revitalisation artisanale commerciale avait un périmètre plus large que ces quelques rues, et ça nous a été amené à faire, y compris quelques acquisitions, ce que j'appelle défensives, pour éviter des disparitions de locaux commerciaux. Donc globalement, un contrat qui a pas mal évolué depuis l'origine pour suivre les évolutions du secteur. C'est un besoin d'agilité qui me semble important pour saisir les opportunités, s'adapter aux évolutions du secteur, tout en maintenant le cap initial. Et en redéfinissant le cap initial, c'est favoriser la revitalisation du centre-ville, y amener des activités pour attirer la population de la ville de Draguignan, de l'agglomération et au-delà. Et du coup, le CRAC a été établi donc, sur une durée initiale de 8 ans, donc jusqu'à, je crois, fin 2025. Est-ce qu'on peut déjà en faire un bilan à date? Et quels ont notamment été les effets sur la vacance, puisqu'on évoquait que c'était quand même un peu le point crucial du démarrage de ce projet? Alors on peut faire effectivement un point. On est quand même au milieu du gué. D'ailleurs, la mairie de Draguignan vient de décider de passer en conseil municipal un avenant pour prolonger la durée de la concession, parce que c'est la concession de revitalisation artisanale, parce que c'est quand même des actions qui se réalisent sur le long terme. J'y reviendrai. On a eu quelques beaux succès. On a commencé, c'est ce que je disais, l'opportunité a fait qu'on a commencé avec l'implantation réussie de 2 belles brasseries, une brasserie sur la place du marché et une dans la rue piétonne que vous voyez en photo là. La rue piétonne de la rue de la République qui était celle où il y avait le plus fort taux de vacances. Et cette implantation a reboosté l'ensemble de la rue. On a eu ça a aussi amené des commerçants à se réimplanter dans des locaux, y compris qui n'appartenaient pas à la SAIEM, ce qui a permis de revitaliser vraiment cette rue où aujourd'hui on est à 5% de vacances et on est à 6,5% sur les rues, sur les rues du parcours principal. Donc on a, sur le thème de la vacance aujourd'hui, le sujet a fortement évolué et c'est un point qui est, alors je ne vais pas dire gagné parce que je l'ai dit, hein, le commerce, c'est mouvant. Je pense que c'est encore fragile et que toutes les conséquences du Covid et des évolutions de mode de consommation ne sont pas encore toutes là. Donc il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des retours de fermeture et de locaux vacants. Mais aujourd'hui, on a vraiment cette très forte baisse de la vacance. Et cette baisse de la vacance, voilà, je tiens effectivement à le souligner en termes de commerce. Il y a l'action qu'on peut avoir sur les murs et les fonds de commerce, et puis il y a l'action il y a besoin d'avoir en face de soi des commerçants qui croient à leur ville et qui ont envie d'investir et qui développent la ville. Il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est dans toutes les villes aujourd'hui, une revitalisation artisanale et commerciale, elle ne se conçoit pas sans un programme global de réaménagement des espaces publics, de travail sur l'habitat ancien dégradé, d'animation commerciale, de redynamisation aussi des équipements culturels et touristiques. Alors justement, c'était un point qu'on avait évoqué lors de nos échanges préparatoires. Je trouvais intéressant si vous pouviez revenir sur la recherche des exploitants, des commerçants qui ensuite vont prendre les locaux qui ont été réhabilités. Comment ça fonctionne sur Draguignan, notamment l'articulation entre votre structure et les actions de la ville?
Oui, alors par rapport à ce qui a été dit sur le nouveau CRAC qui permet effectivement et qui prévoit explicitement des fonctions d'animation, ce n'était pas le cas du CRAC qu'on a signé avec la ville. Donc on a une répartition des rôles entre la ville et nous. Il y a un manager de commerce au sein de la commune qui s'occupe de tout ce qui est animation commerciale, relations avec les associations de commerçants, soutien local pour les demandes de façade, par exemple. Enfin, voilà, toute cette relation de proximité avec les commerçants. Et la SEM est plus sur des fonctions d'animation plus larges, relations avec les enseignes, développement de lutte contre la vacance et reconquête des locaux. Donc là, les exploitants, typiquement, c'est vous qui les avez trouvés? Oui, alors on travaille aussi avec les agences immobilières, mais on est devenu effectivement assez identifié comme point d'entrée par rapport aux commerçants qui cherchent des locaux sur la ville. Avec un appui éventuellement des réseaux consulaires? On a des contacts avec la chambre de commerce, mais c'est pas le lien privilégié pour les implantations. Alors, on parlait de la complémentarité du contrat de revitalisation artisanale et commerciale avec les autres outils d'intervention sur la redynamisation commerciale des territoires. Quelle est votre vision de la complémentarité de cet outil avec les autres leviers mobilisables? Et je pense notamment au projet de foncière qui est en préparation sur Draguignan. Alors, oui, mais j'y reviendrai. Effectivement, on a, avec la ville de Draguignan, développé l'ensemble des outils possibles. Et le dernier, ce sera la foncière de revitalisation. Donc, dans les outils complémentaires, le droit de préemption sur les fonds de commerce, on en a abondamment parlé tout à l'heure. C'est un outil qui me semble essentiel en complément, mais à manier avec précaution parce que c'est coûteux pour l'opération et relativement lourd en procédure, parfois difficile à justifier. Effectivement, quand on achète un fonds de commerce, on sait que c'est quasiment à perte puisque c'est un fonds de commerce qu'on ne va pas exploiter. Donc, le lendemain du jour où vous l'avez acheté, il n'a plus de valeur et vous payez le loyer au propriétaire le temps de mettre en place la procédure de rétrocession du fonds de commerce. Donc, c'est des opérations qui sont coûteuses, mais qui sont indispensables à un moment donné pour maîtriser les évolutions. La mairie de Draguignan a mis en place la taxe sur les locaux vacants, pas au début, mais à partir de 2021, en considérant que il y avait une baisse de la vacance, il y avait un regain d'attractivité et que finalement les quelques locaux qui restaient vacants, il y avait une mauvaise volonté de la part des propriétaires. C'est une taxe qui est relativement peu dissuasive financièrement et peu appliquée, mais c'est un des outils possibles. Et puis le troisième outil qu'on a mis en place avec la mairie de Draguignan, c'est le linéaire de préservation du commerce, c'est-à-dire la possibilité d'imposer dans les rues du secteur principal de maintenir des activités de commerce en pied d'immeuble. Une première formulation était un peu large avec l'ensemble des activités de commerce et de services. Et depuis l'année dernière, sur les axes principaux, la mairie de Draguignan l'a renforcé en imposant juste seulement les activités d'artisanat et de commerce de détail. Là aussi, c'était pour éviter d'avoir trop d'acquisition de fonds de commerce défensifs et finalement de spécifier à l'ensemble des opérateurs que c'était des rues sur lesquelles il y avait une exclusivité de vocation commerciale. Un peu difficile, parfois difficile à mettre en œuvre parce que parfois on constate l'infraction une fois qu'elle est intervenue quand il n'y a pas de déclaration d'urbanisme. Et puis, dernier outil complémentaire, c'est la foncière de revitalisation. Plutôt dans le deuxième cas, par rapport à ce que Arnaud Montanari disait, on l'a conçu vraiment comme un relais de l'activité du contrat de revitalisation commerciale. Pour moi, il y a une complémentarité sur les acquisitions foncières. Effectivement, le CRAC permet la préemption et dans les textes de la DUP, la foncière, elle, restera dans des fonctions, sauf si elle est titulaire d'un CRAC, dans des fonctions de négociation amiable. Le CRAC va être sur un horizon d'un portage court ou moyen terme et la foncière va être sur un portage un peu plus long.
Et puis, on a l'avantage, effectivement, d'avoir une séparation possible du risque investissement et du risque d'exploitation si la foncière se porte acquéreur de locaux qui ont déjà été restructurés. D'autant plus que sur les centres-villes, la restructuration est parfois longue, complexe et coûteuse, ce qui va me permettre de revenir un tout petit peu en arrière. J'ai évoqué les succès qu'on a connus. On a aussi des difficultés et des freins. Des restructurations qui sont plus longues et plus difficiles à mener que ce qu'on pensait, parce que restructurer 2 locaux mitoyens, c'est 2 locaux qui sont dans 2 copropriétés différentes, c'est obtenir un accord des 2 assemblées générales, c'est des difficultés techniques, parce qu'on est sur des immeubles anciens avec des murs porteurs qui sont parfois fragiles, c'est des difficultés aussi en termes d'altimétrie des locaux, et par rapport aux obligations de préservation du patrimoine, puisque on a un périmètre d'AVAP sur le secteur du centre-ville de Draguignan. On a évoqué la question des étages. Nous, effectivement, par notre statut de SEM de logement, on est intervenu assez facilement sur des acquisitions qui comportaient les étages, en prenant une partie au titre du CRAC et une partie au titre du développement patrimonial des logements de la SEM. Ce que je voulais rajouter, c'est que, de toutes les façons, même quand on n'achète pas les étages, quand on est dans les centres-villes anciens, on est obligé de s'intéresser aux logements dans les étages, parce qu'on se retrouve parfois à découvrir des immeubles en mauvais état, avec des planchers dégradés, et donc avec parfois des risques sur les locaux qu'on a achetés en rez-de-chaussée, ou des risques d'inondation. On a connu ça la semaine dernière. Et puis, voilà, l'autre difficulté, c'est que finalement, on a renoncé à la déclaration d'utilité publique, à la procédure de déclaration d'utilité publique, qui est difficilement adaptée à une intervention en diffus dans un parcours urbain, puisque le code de l'expropriation fait quand même référence à un périmètre et à définir des immeubles à acheter à l'intérieur de périmètres. Nous, on a un périmètre qui couvre l'ensemble du centre-ville de Draguignan. Merci, Monsieur Cohen. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle ou alors sur le chat. Oui, il y a quelques questions sur le chat, et notamment justement sur les risques et leur partage entre la collectivité et vous en tant qu'opérateur. Du coup, on comprend qu'une partie du risque au moins vous a été transférée. Comment cela s'est-il fait? Surtout lorsqu'il y a eu des évolutions du contrat, comment à chaque évolution finalement le risque a-t-il été réparti? Alors c'est un contrat qui est au risque de la collectivité. D'autant plus que, comme je le disais au départ, il y avait quelques immeubles qui étaient ciblés dans le contrat, mais on partait plus sur un objectif d'investir sur le centre-ville pour favoriser son développement et maîtriser son développement. Et par rapport à ces différentes évolutions, on voit sur le périmètre et sur les objets, est-ce qu'elles ont nécessité des avenants? À quelle occasion ont-elles pu être mises en œuvre pour qu'on apprécie bien la souplesse du dispositif? Alors on n'a pas modifié le périmètre. C'est-à-dire que le périmètre était large. J'ai dit qu'effectivement, on avait au sein du périmètre large ciblé quelques rues principales, mais on avait un périmètre sur l'ensemble du centre-ville, ce qui nous a permis de sortir des rues principales. Donc le périmètre, on n'y a pas touché, sinon ça n'aurait pas été un avenant autorisé. Et sur les évolutions, c'est dans chaque compte-rendu annuel d'activité à la collectivité qu'on a avec la collectivité amené les évolutions, et par des avenants qui les ont validés. Sachant qu'on a vraiment tous les mois une réunion de travail avec les services de la ville de Draguignan pour piloter ce contrat. Je vais juste prendre ça. Je ne suis pas certaine que systématiquement le fait qu'on passe les évolutions dans le compte rendu financier annuel avec une simple validation par voie d'avenant suffise à justifier qu'on puisse passer par simple avenant pour
acter des évolutions au contrat. C'est juste cette remarque-là que je voulais formuler. Il faut quand même chaque fois vérifier qu'on ne touche pas un élément essentiel et qu'on s'inscrive bien dans des clauses initiales qui ont anticipé ces évolutions et organisé les façons dont elles étaient mises en œuvre. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a le temps de prendre peut-être encore une question ? Une question peut-être sur l'objectif quantitatif que vous avez mentionné au début de 2500 mètres carrés maîtrisés. Est-ce que c'est un objectif qui a été inscrit tel quel dans le contrat? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs opérationnels qui sont nécessaires à l'élaboration du contrat? Alors, dans le contrat, il y avait cet objectif quantitatif et, je le disais, il y avait plusieurs immeubles stratégiques qui étaient identifiés comme à maîtriser. C'est à la fois du quantitatif et de la localisation d'immeubles prioritaires. Merci Monsieur Cohen. On va maintenant écouter Monsieur Millet pour revenir sur le deuxième retour d'expérience de CRAC, donc à Orléans, donc où la métropole a conclu donc un contrat en 2017 confié à la SEMDO. Et donc pour intervenir cette fois-ci sur la restructuration d'un centre commercial en entrée de ville. Donc tout d'abord, pouvez-vous revenir sur la genèse de ce dispositif et finalement nous expliquer ce qui a incité la collectivité à expérimenter ce dispositif en articulation avec les autres outils qui étaient peut-être déjà mobilisés sur cette zone commerciale, Monsieur Millet. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Ce centre commercial, il est situé, donc là on est dans un secteur assez différent que celui qui avait été décrit sur Draguignan, puisqu'on est dans un secteur classé en quartier prioritaire de la ville, dans un quartier qui a fait déjà l'objet d'un premier programme en rue qui était le grand projet de ville et qui, à l'époque, je dirais, était candidat à un nouveau programme, donc au NPRU de l'ANRU. La Source, c'est un quartier d'Orléans assez important, que ça représente plus de 20 000 habitants, mais qui a été conçu comme une sorte de ville nouvelle au sud de la Loire, et qui est un quartier assez sectorisé. On a le quartier d'habitat social, le quartier pavillonnaire, le quartier des zones commerciales, le quartier de l'université et le quartier d'entreprises, d'activités et aussi de centres de recherche, puisqu'on y trouve le CNRS, le BRGM et un petit peu plus loin sur la commune voisine, l'INRA, qui est devenu l'INRAE depuis. Et ce centre commercial, il est un petit peu à la croisée du quartier d'habitat social et du quartier pavillonnaire. Il a été construit dans les années 70 et il a eu, je dirais, une belle page de vie, un fonctionnement, je dirais, très, très dynamique. Et puis, comme tous ces centres commerciaux, il n'a pas suivi, je dirais, l'évolution nécessaire. Et il a commencé à se trouver un petit peu, petit à petit, en difficulté avec des commerces qui commençaient à fermer et, je dirais, une fréquentation peut-être moins qualitative que ce qu'elle avait pu être au début. Quand on regarde un petit peu la diapo suivante, la forme de ce centre commercial, on était dans un centre commercial assez atypique, puisqu'on avait un rez-de-chaussée avec une galerie commerciale intérieure et un sous-sol assez important dans lesquels les commerçants pouvaient avoir non seulement leurs réserves, mais aussi leur laboratoire pour le boulanger, pour le boucher, le charcutier. Mais cette organisation, je dirais, n'était plus vraiment adaptée, je dirais, aux attentes des consommateurs. Les commerçants qui s'étaient installés dans les années 70, petit à petit, progressivement, sont partis à la retraite pour certains et n'ont pas forcément trouvé, je dirais, remplaçants. En tout cas pas remplaçants de manière qualitative. Et on a eu quelques commerces un peu plus, je dirais, spécialisés, ethniques, qui se sont installés. Et dans la mesure où il était organisé sous forme de copropriété,
y compris avec son parking, je dirais l'ensemble des copropriétaires ne se sont pas engagés dans une démarche de manière volontaire de redynamisation du centre. Dans le cadre des politiques de la ville et de ce quartier en rue, bien sûr, ce centre commercial a focalisé l'attention des collectivités et elles se sont petit à petit intéressées par voie de préemption à racheter certaines cellules. Et c'est comme ça qu'on a eu à un moment donné la CPAM qui s'est installée sur le quartier, sur ce centre. Donc à la fois c'est une activité de service très intéressante, mais qui a quand même supprimé un commerce situé, je dirais, en façade commerciale. Et puis voilà, petit à petit, 2-3 cellules ont été achetées et le fonctionnement de la copropriété, on s'en est bien rendu compte, ne convenait pas à une restructuration lourde qui était apparue nécessaire pour ce centre. On voit là sur les images un petit peu la rue commerçante intérieure, l'extérieur, voilà, qui est assez daté, des sous-sols, je dirais, un peu glauques et pas très attirants pour les commerçants. Et la collectivité a cherché plusieurs dispositifs et à l'époque, le CRAC venait de sortir comme un dispositif expérimental. On en avait échangé un petit peu avec eux et ils en ont vu une opportunité pour lancer une consultation avec un programme, je dirais, relativement cadré et simple, simple sur le papier, c'est-à-dire de racheter l'ensemble des cellules commerciales, de restructurer en supprimant la galerie commerciale, en requalifiant l'ensemble, en évacuant certains commerçants, en essayant d'en réimplanter de nouveaux, mais dans une optique à la sortie de ne pas le garder en patrimoine, mais de le recéder. La discussion avait eu lieu, mais on est vraiment resté sur l'idée de repartir à l'époque, je parle bien en 2017-2018, sur une propriété de commerçants exploitants, on va dire. C'était un petit peu l'idée. Donc ça, c'était un petit peu la genèse. Pour faire un petit peu simple, on avait une vingtaine de commerces au rez-de-chaussée. La copropriété représentait 47 lots. On avait l'avantage, l'intérêt et la qualité de ce centre, c'est qu'il y a un parking assez important de 100 places. Vous allez me dire, on est un commerce de proximité, donc quelque part, on n'a peut-être pas besoin d'un parking aussi important, mais du coup, ça lui confère quand même un atout très important. Et donc, les premières choses que nous avons été conduites à faire, c'est bien sûr d'aller acheter le foncier. Nous avons eu quand même, je dirais, l'appui de la préfecture qui nous a permis d'obtenir une déclaration d'utilité publique pour pouvoir aller exproprier les derniers commerçants, je dirais, récalcitrants. Et en l'occurrence, on avait un commerçant qui était propriétaire de 3 cellules, dont il en exploitait 2, il en avait une vacante et qui exploitait une autre cellule. Et en fait, c'était un peu un commerçant un peu incontournable, difficile à manier, et on a quand même été presque jusqu'au bout de cette procédure d'expropriation, parce qu'en fait, on a fait une adhésion à expropriation, et on a convenu d'échange, en fait. On a réussi à trouver un acte d'échange de locaux commerciaux pour nous permettre de restructurer. La requalification elle-même, techniquement, a quand même été un peu particulière et compliquée, puisqu'on était quand même plutôt sur une structure métallique, donc qui posait beaucoup de problématiques de stabilité au feu. Donc il a fallu qu'on traite ce sujet-là en se disant que ce qui aurait été peut-être le plus simple, ça aurait été de le démolir, de le reconstruire, mais comme il y avait la volonté de la collectivité de maintenir en place un certain nombre de commerces existants et de ne pas annihiler tout commerce sur ce site, même via des relogements provisoires, il a fallu donc organiser cette transformation avec des travaux par phase. On a donc réalisé 3 tranches de travaux avec des transferts provisoires. Le boulanger, on a été obligé de transférer, alors non pas son laboratoire, mais sa boutique. Idem pour le bar tabac et aussi une épicerie. Et on a réussi du coup quand même à réimplanter un nouveau boucher, je dirais traditionnel,
Ça, c'est un petit peu un élément dont on est assez content. Et on a aussi réussi à réimplanter une pharmacie qui était à proximité, mais qui avait un local trop petit, donc qui avait un local de 200 mètres carrés, et qui, là, est en train de finir ses aménagements sur une cellule de 450 mètres carrés. Ce centre commercial a l'atout d'avoir une petite locomotive qui est un U-Express, qui marche très très bien, avec un exploitant plutôt dynamique, donc sur lequel on s'est quand même beaucoup appuyé. Donc on va voir sur les diapos suivantes un petit peu la transformation. Voilà, donc ça c'était l'état initial et le programme de rénovation. Donc on va passer un petit peu à la diapo suivante qui va vous montrer la nouvelle identité qu'on a voulu. Donc après, je dirais, un centre d'échange et de concertation avec les commerçants, on a renommé ce centre les Halles Bollières. On a fait une petite transformation des façades avec l'aide de notre architecte. On voit là sur une des images que ce centre est très bien placé puisqu'il y a une station de tramway juste en face. On a requalifié le parking et dans le montage financier, ce parking privé va être rétrocédé à la collectivité, donc il devient parking public, ce qui permet de diminuer les charges de copropriété. Et donc de 20 cellules commerciales à l'origine, on va se retrouver avec 9 cellules, si je ne me trompe pas, 9 cellules à la sortie. On a donc une boulangerie, une épicerie, un tabac presse, un boucher. On retrouve donc le pharmacien qui est en train de s'implanter. Alors on a quand même gardé une restauration rapide, le chicken spot, ce qu'on n'a pas pu faire autrement que de le garder. On a un opticien et un coiffeur et le U-Express. Ce qui est intéressant dans cette transformation, c'est que par la restructuration, la suppression de la galerie intérieure et des démolitions-reconstructions, on a accru la surface de 10%, puisqu'on avait 2000 mètres carrés de surface de vente et on est passé à 2269 mètres carrés. On a passé ça en dossier CDAC, donc on a tout régularisé, on a tout monté, je dirais, en conformité avec la réglementation, donc on a eu une CDAC en 2018. Aujourd'hui, le centre est quasiment livré, puisque il y a le pharmacien qui doit ouvrir courant novembre. Je pense que voilà, on a redonné, je dirais, une dynamique à ce secteur-là, une fierté aux commerçants qui l'exploitent, et puis un intérêt aussi des habitants du quartier de retrouver un centre modernisé et qui offre, je dirais, ce qu'on appelle vraiment le commerce de proximité. C'est pas la peine d'en faire beaucoup plus, puisque, je dirais, à 1,5 km, on retrouve toute une zone commerciale autour d'un hypermarché Leclerc. Donc voilà, il y a un centre d'enseignes importantes qui sont là, mais là, on a vraiment un centre commercial qui, on l'espère, va pouvoir redémarrer. Alors, tout ça a eu un coût, et on voit sur la slide suivante un petit peu les éléments financiers. Heureusement qu'on a eu des participations de la collectivité et des subventions, puisque entre le coût du foncier, le coût des travaux et un certain nombre de frais divers, la cession des lots, dont je vais vous reparler maintenant, ne permet pas, bien sûr, d'équilibrer ce bilan. Donc on a la remise du parking à titre payant à la collectivité, une participation d'équilibre d'Orléans Métropole, des subventions de l'ANRU, du FEDER et de la région. La cession des lots, donc pour partie, ce sont des commerçants exploitants à qui on a vendu et dont on attend encore une vente, puisque le pharmacien, dans son bail, a une promesse de vente. Donc il est censé acheter dans l'année qui suit son installation. Enfin, on l'espère qu'il pourra l'acheter. Et il nous reste 4 cellules qu'on n'a pas vendues. C'est celle du coiffeur, de l'opticien, du boucher et du boulanger, qu'on a proposé à la collectivité, c'est de trouver un système. Alors, on avait pensé d'abord, en premier lieu, à la SEMPAT, qui est une autre SEM d'Orléans Métropole et de la ville d'Orléans, qui est une SEM patrimoniale. Et on s'est orienté sur une foncière commerce qui est en cours de création. Donc, ça sera une S sous forme de CS
une foncière constituée de la Caisse des dépôts, du Crédit Agricole, de la Caisse d'épargne et de la Chambre de commerce et de la SEMPAT. Cette foncière étant amenée à acheter des commerces de proximité, donc ces 4 cellules, mais aussi d'autres commerces en centre-ville d'Orléans, dans des pieds d'immeubles, de manière à garder un peu la maîtrise de l'évolution de ces commerces sur le moyen terme. Et puis voilà, d'ici quelques années, un principe de rotation des actifs, peut-être que d'ici une dizaine d'années, on revendra peut-être, ou avant, ou peut-être qu'on revendra aux exploitants, où on trouvera un autre système de portage. On trouve effectivement à côté les éléments d'évolution de surface dont je vous parlais. Et puis sur la dernière diapo, on va voir apparaître un petit peu les éléments. Voilà, on a une surface de vente qui est un petit peu supérieure, une nouvelle identité qui a été donnée, qui permet aussi de communiquer sur sa transformation, la rénovation du parking remis en domaine public. Et puis voilà, sur les points d'attention, ce que j'évoquais sur le transfert de la pharmacie sur le centre, c'est un atout pour le centre, mais je dirais dans un bâtiment à côté, on a une cellule vide qui se profile de 200 mètres carrés, qui est, je dirais, incorporée dans un garage automobile. Donc on est attentif au devenir de cette cellule, même si nous n'avons bien sûr pas la main sur la propriété des murs. Le sous-sol n'a pas été rénové, en fait, il n'est que partiellement utilisé, donc ça reste un sujet. Il n'a pas été rénové pour des questions budgétaires, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu redonner une nouvelle vie à ce sous-sol, donc il est occupé en partie par des réserves et du stationnement. Et puis effectivement, le choix dès l'origine de ne pas partir sur un bailleur unique, mais sous une forme de copropriété, voilà, on se dit que sur le long terme, ça sera aussi un sujet d'attention pour la collectivité, pour s'assurer de la bonne tenue dans le temps. Merci. Voilà un petit peu la présentation de ce crack Bollière 3 sur Orléans-la Source. Est-ce qu'on a quelques questions sur le chat ou dans la salle? Peut-être quelques questions rapides sur les travaux. On comprend qu'au début, on est en copropriété, à la fin, on est en copropriété. Est-ce que pendant les travaux, on est aussi en régime de copropriété? Si oui, comment est-ce qu'autant de travaux ont pu être conduits dans ce régime? Alors, on est à un moment donné, on n'était plus qu'à 3, enfin même qu'à 2, puisqu'on avait racheté une cellule avec un engagement de revente au propriétaire, et après on a eu l'expropriation du propriétaire, enfin, l'adhésion expropriation, et on a réussi, enfin on est vraiment resté sous le régime de la copropriété, mais on a réussi à l'emmener dans ce dispositif. Voilà. Mais voilà, donc à un moment donné, on n'était plus que 2. Pour ce qui s'agit de la commercialisation, est-ce que vous avez eu recours à un prestataire spécialisé ou est-ce que vous l'avez pris en charge vous-même? Alors, on a tenté via un commercialisateur, enfin, comme on peut en trouver dans toutes les communes de France. Ils nous ont apporté personne. En fait, ça ne les intéressait pas. Et au final, on s'est appuyé sur le service, je dirais, commerce, développement commercial de la ville d'Orléans, d'une part, et sur la Chambre des métiers, qui nous a finalement notamment trouvé le boucher, le boucher qui vient de s'installer. Ça a été un combat, je l'appelle combat, de plusieurs années, parce que c'était une volonté politique que le boucher initial a pris sa retraite et n'a pas voulu accompagner la transformation du centre en cherchant un repreneur. Et donc, ça a été plusieurs années de travail, alors, plus d'ailleurs peut-être de la part du service développement commercial de la ville et de la Chambre des métiers pour trouver un repreneur de boucherie. Deux questions pour conclure, 2 dernières questions. La métropole, comment a-t-elle finalement suivi l'exécution de cette concession? Et d'autre part, dans la programmation des commerces, avez-vous recherché une plus grande adaptation finalement à la clientèle de proximité pour ce nouveau centre commercial? Alors oui, enfin, il avait été identifié, je dirais, un peu des natures d'activité.
et on a vraiment ciblé des activités, on a cherché des porteurs de projets. Et comme là, on est dans un secteur périphérique, enfin de quartier prioritaire de la ville, on ne peut pas trouver des franchises ou des chaînes nationales. Donc, il fallait trouver des porteurs de projets individuels. Donc, on en a eu beaucoup, avec des projets plus ou moins solides. C'est-à-dire que des gens pleins de bonne volonté, mais pas forcément, je dirais, armés pour monter un dossier. Et par exemple, l'opticien, enfin, voilà, c'était un petit coup de chance. Voilà, c'est un opticien un peu particulier en plus, puisqu'il fait aussi du déplacement à domicile. C'est l'opticien qui peut se déplacer. Et il a trouvé intéressant de venir dans ce quartier où il y avait une partie aussi du quartier qui était un peu vieillissante, en disant je peux aussi aller à domicile. Voilà, donc il y avait une volonté quand même de cibler les activités. On a refusé de nombreuses activités. C'est-à-dire que dès qu'on était sur du commerce très ethnique, du bazar ou de choses comme ça, enfin, il y a beaucoup de demandes qui ont été refusées. Est-ce qu'on est bon? Oui, Ouais. peut-être juste sur le suivi par la métropole de l'exécution du contrat. Alors c'était à la fois, c'était un contrat Orléans Métropole, mais je dirais il y avait forcément la ville d'Orléans via, on va dire, des élus de quartier qui aussi étaient très présents, et on a travaillé, je dirais, main dans la main. En fait, enfin, là-dessus, enfin, on avait des échanges réguliers. Comme on le fait souvent d'ailleurs dans les concessions d'aménagement de ZAC, c'est-à-dire qu'on travaillait tant avec, je dirais, les élus qui avaient les fonctions commerce que les élus rénovation urbaine et les services aussi rénovation urbaine et les services développement commercial. Ça a été vraiment un travail, je dirais, conjoint. Il me reste à vous remercier, Monsieur Millet, Monsieur Cohen, pour vos 2 retours d'expérience et également de clôturer cette séquence, donc ce 10e atelier du Réseau national des foncières de redynamisation. Je tenais à vous remercier au nom de la Banque des Territoires pour déjà l'ensemble des intervenants qui, voilà, pour leur disponibilité pour préparer et animer cette séquence, mais également les participants. Donc, que ce soit au hub ou à distance pour leur mobilisation, malgré voilà, les quelques petites difficultés techniques au démarrage. Donc, on a presque rattrapé le petit retard, donc c'est plutôt chouette. Avant de vous quitter, quelques points d'actualité à vous communiquer. Donc, ça a été évoqué en début de séance, une séquence qui interviendra au Hub des Territoires le 19 octobre prochain sur les EPL au service de la coopération internationale des collectivités. Donc, c'est une séquence qui sera basée sur des retours d'expérience et également la présentation d'un guide méthodologique sur le sujet qui a été coproduit avec la Fédération des EPL et l'Agence française de développement. Et également pour vous signaler la prochaine date, la date du prochain atelier du Réseau national des foncières de redynamisation qui se tiendra ici encore au Hub des Territoires le 5 décembre autour de la thématique de la structuration de foncières en territoire tendu. Donc voilà, on vous y attend nombreux et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et les supports et replays de la journée seront bien entendu mis en ligne très prochainement sur notre site. Merci à tous.